Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue sur la présentation de la WN7 de chez Honda. Alors, c'est une moto un petit peu particulière parce que c'est simplement la première vraie moto électrique chez Honda. Et ça, franchement, c'est un petit événement. Alors, pour ceux qui auraient déjà vu la fiche technique, vous vous dites peut-être, bon ok, il n'y a pas de révolution, une batterie au lithium, un peu moins de 10 kWh, mais en fait, sous cette première moto se cachent quand même des innovations intéressantes parce qu'en fait, c'est la première moto Honda qui n'a pas, disons, de cadre, c'est un moteur porteur, enfin en l'occurrence une batterie porteuse, c'est-à-dire qu'on voit chez d'autres constructeurs que ça se fait, mais chez Honda, dans la production actuelle, ça n'existe pas. Toutes les motos ont un cadre périmétrique ou un cadre tubulaire, enfin voilà. En tout cas, c'est la première moto qui a été faite sans cadre et ça a été un petit défi technique chez Honda. Et en plus de ça, c'est la seule moto Honda qui est assemblée sans soudure. Qui dit pas de cadre, batterie porteuse, dit aussi pas de soudure. Tout est vissé ensemble, tout est assemblé avec des pièces d'aluminium vissées. Donc franchement, ça fait quand même une jolie moto. Et en fait, c'est intéressant parce que ça en fait une moto qui est donc assez légère. Donc on a finalement un cadre qui ne fait que moins de 8 kg, ce qui est franchement très léger pour un cadre de moto. Mais alors, passons tout de suite quand même à la petite fiche technique sur cette machine. Alors, la fiche technique, c'est assez simple. C'est une moto permis 125, aussi disponible en version A2. Dans sa version débridée, elle fait 18 kW en nominal et jusqu'à 50 kW en termes de puissance maximum. Ça veut dire que ça fait quand même 68 chevaux. Et puis bien sûr, en puissance, disons A1, c'est-à-dire permis 125, on est bloqué à 11 kW, soit 15 chevaux. Donc ça fait quand même une petite différence de puissance. Mais en tout cas, la base est la même. Et donc on aura un petit peu plus d'autonomie avec la version 125, moins puissante. Et puis en version 125, la moto peut prendre seulement 120 km/h contre 129 en version A2. Voilà les petites différences, mais on garde le même couple maximum 100 Nm. Ça c'est plutôt intéressant, 100 Nm à la roue, avec un système plutôt intelligent de boîte de vitesse, c'est-à-dire que le moteur entraîne une pignonnerie qui n'est pas donc à denture droite, mais à denture hélicoïdale. Et donc ça permet d'avoir un meilleur silence de fonctionnement et aussi, disons, une distillation de la puissance beaucoup plus progressive et agréable. Et ça, à mon avis, ça va se ressentir. C'est une technologie, entre guillemets, une coupe de pignonnerie qui n'est utilisée aujourd'hui que sur les Goldwing. Donc ils ont mis quand même des petits bouts de technologie dans cette machine qu'on ne voit pas ailleurs. Les 576 cellules qui composent la batterie sont de chez LG. Et puis la batterie, elle fait 9,3 kWh. Donc ça autorise, disons, une centaine de kilomètres d'autonomie d'habitude. On va voir ce qu'il en est. Et la moto, elle fait 217 kg. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a juste devant moi au niveau de la trappe, évidemment, c'est la charge. Parce que c'est une des seules motos sur le marché à avoir une charge avec un connecteur Combo CCS, ça veut dire une charge en courant continu. Et c'est annoncé jusqu'à 20 kW. Donc ça permet une recharge de 20 à 80% en seulement 30 minutes. Ça, c'est pas mal, ça veut dire qu'on peut récupérer quand même peut-être une heure de roulage avec seulement 30 minutes de charge. Et ça, franchement, on ne le voit pas beaucoup sur les concurrentes actuelles. Voilà, bah écoutez, on a une fourche inversée à l'avant 43 mm, on a 120 mm de débattement, à l'arrière c'est pareil, 120 mm de débattement. Vous le voyez, double disque à l'avant avec étrier radio à 4 pistons, Nissin, ça devrait freiner correctement. Et puis à l'arrière, simple disque, un disque de 256 mm. On a un pneu arrière d'ailleurs de 150, ça promet une agilité quand même suffisante, et un pneu avant évidemment en 120. Le tout en roue de 17 pouces, ça c'est assez standard sur les roadsters. La selle, vous le voyez, elle culmine pas très haut, 800 mm, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça rend la moto assez accessible. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est une moto fine. Et ça devrait permettre au plus grand nombre d'être bien sur cette machine. C'est une bonne nouvelle également. Au final, c'est une moto plutôt pas mal équipée, même en électronique, puisqu'on a ABS cornering avec l'IMU, traction control, toutes les fonctionnalités Honda d'habitude, c'est-à-dire freinage d'urgence et des choses comme ça. Donc c'est vraiment aussi une moto qui est, disons, bien équipée en termes d'électronique. On a le RoadSync si on veut. Évidemment, l'écran n'est pas des plus modernes par rapport à la concurrence, mais ça fait le job. Alors dans les petites choses qui sont quand même intéressantes, on a quand même un démarrage sans clé avec un bouton qui est sur la gauche du véhicule. On a une prise type C, elle est sous la selle. Alors attention parce que là il faudra évidemment mettre son câble et le laisser en permanence parce qu'il faut dévisser 4 vis pour aller sous la selle. Donc en fait, il faut mettre votre câble de charge, vous le faites passer une bonne fois pour toutes. Bon, ça on se dit, c'est un petit peu dommage, mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude et que c'est sa machine, ce sera sans doute pas grave. Bon, allez, moi je crois que j'ai fait le tour sur la petite partie technique. Je vous retrouve directement sur la moto pour vous dire ce que j'en pense. Bienvenue à bord de la WN7.
Alors en ville, les modes de conduite sont plutôt agréables. Là, je suis repassé en standard. C'est vrai que c'est un peu plus de pêche, hein. Tout de suite, on peut tout de suite être projeté. Le Eco est vraiment pour le coup très utilisable en ville, très agréable. La reprise de l'accélération, même la récupération, la régénération évidemment toujours réglable, hein, sur 3 niveaux plus 0, donc 4 niveaux au total. Et ça se commande avec les gâchettes. On ne peut pas trop l'utiliser, cette fonctionnalité de frein régénératif, à plus de 95%, hein, comme d'habitude. C'est pas vraiment actif, donc selon les conditions de température, etc., ça changera. Mais là, c'est vrai que dès que je lâche, boum, ça freine et c'est plutôt agréable. On peut même arriver, comme sur les voitures électriques, à ne conduire qu'avec ça. On peut ne jamais freiner, si jamais on le veut. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet évidemment d'avoir une conduite assez souple et on conduit qu'avec la poignée de gaz plutôt que d'utiliser les freins en permanence. Donc pour de l'électrique, ça a été quand même très bien pensé et puis c'est réussi surtout. Cette poignée de gaz, on peut bien la contrôler. On sent qu'on ne se sent pas du tout avec une machine pataude, malgré un poids un petit peu élevé, hein. Et pour autant, voilà, on est bien dessus. Et puis l'avantage de cette moto, c'est qu'on l'enserre bien avec les genoux, hein. Elle est assez fine au niveau du gabarit. Donc ça, c'est assez agréable. Et en même temps, elle garde une bonne stabilité tout en conservant de l'agilité. Là, je trouve que le mix est plutôt bon. Parce que parfois, sur les motos électriques, on a des fourches qui sont très très verticales avec des angles de colonne très verticaux. Ce qui fait que si on la laisse vivre et qu'on passe sur une bosse, boum, elle va se mettre à être instable. Et ça, c'est vrai que parfois, dans le comportement, c'est un petit peu bizarre. Là, c'est pas du tout le cas, hein. On a vraiment une moto conçue comme étant une moto stable et fiable. Il y a une chose que Honda a réussi à recréer, c'est vraiment cet effet moto, je dirais, thermique, hein, parce qu'on se sent vraiment à l'aise sur cette machine. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut adopter les mêmes réflexes de pilotage que sur une moto thermique, c'est-à-dire les reprises d'accélération, les freinages, etc. Il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que la moto, elle est naturelle. Le poids disparaît complètement sur cette machine. On a vraiment une bonne réactivité du châssis, notamment aux appuis sur les repose-pieds. Non, c'est vraiment une machine rassurante en termes de châssis. Ils ont notamment travaillé sur la flexibilité du cadre. Et ça se ressent parce que justement, en virage, sur l'angle, elle n'a pas du tout cette réaction parfois un petit peu dure qu'on peut avoir sur certaines machines électriques. Honnêtement, tout ça est assez dosable et quand on ressort du virage et qu'on remet un peu, la moto ne sous-vire pas, elle ne survire pas. Elle va exactement là où on a envie qu'elle aille. Et en plus de ça, effectivement, le silence de fonctionnement, l'agrément, c'est vrai qu'on a très peu de vibrations. Et là, le fait d'être en frein moteur 2 sur 3 en mode sport, ça fait que je touche quasiment pas le frein. Par contre, quand j'ai besoin de l'avoir, hop, ça freine très sec, hein. L'ABS se déclenche tout de suite, d'ailleurs, quand on prend le levier un peu fort. C'est pas gênant en soi, mais c'est pour dire qu'il est bien là, il surveille. Parce qu'évidemment, pour une moto de cette puissance-là, on pouvait pas faire sans ABS, hein. Et il est bien là. Et le double disque à l'avant, c'est un peu le même effet que sur les CB500. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ouais, c'est trop. Là, ils ont fait quelque chose qui freine trop, etc. Pas du tout. Dans 10 ans, on sera bien content d'avoir eu ce genre de technologie qui est entre guillemets surdéveloppée. Et franchement, c'est très bien qu'il y ait un double disque avec du freinage radial. Ça freine vraiment sec. Et du coup, c'est très agréable. Enfin, avec un doigt, on a quand même une attaque relativement douce, hein. On n'est pas non plus sur un freinage de course. Par contre, dès qu'on prend un peu le levier, on sent que c'est bien là. Alors avec 9,6 kWh de batterie, j'ai fait 26 km et on est à 61%. Moi je me suis volontairement mis beaucoup en mode sport, à part en ville où j'ai pris le mode éco, pour essayer de voir un petit peu comment ça réagissait. Voilà, il faut compter un peu plus d'1% par kilomètre. Là psychologiquement c'est un petit peu plus angoissant disons que certaines autres machines. Mais d'un autre côté, on va charger vite, hein. Alors en termes de suspension, comment on le ressent? Déjà, on sent que c'est relativement souple, hein. C'est vrai que sur des petites aspérités, etc., tout est assez bien filtré. Quand il y a des gros chocs, des gros trous, etc., on sent que ça remonte quand même, hein, ça absorbe, mais c'est pas non plus un tapis volant. Ah, mais c'est pas la fermeté désagréable qu'on peut avoir parfois sur certaines machines. Là, c'est quand même plutôt dosable et dosé. En revanche, on peut pas régler les éléments. Moi, je pense pas que ça soit un gros problème. Par contre, ce que je pense qu'ils peuvent améliorer, c'est la selle. Parce qu'effectivement, cette selle, je dirais pas qu'elle est inconfortable. C'est-à-dire que la mousse, elle semble avoir une densité plus importante que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des selles de moto. Et donc, au bout d'un moment, on pourra en avoir marre d'être assis sur quelque chose d'un petit peu trop ferme.
Et puis au global, il y a des petites choses qu'on pourrait lui reprocher au quotidien sans doute. Par exemple, les rétroviseurs en bout de guidon, c'est toujours esthétique, mais on y voit peut-être un petit peu moins clairement et moins facilement, quoique ceux-là sont encore bien placés. Et puis évidemment pour l'interfile, hein, tout ce qui est en ville, ça sera un tout petit peu plus compliqué. Mais ça devrait quand même être possible et facile. Allez, on se retrouve en plateau pour parler un petit peu de la concurrence et puis aussi du prix garanti et tout ce qui va avec. Alors, de retour de cet essai, qu'est-ce qu'on en pense de cette machine? Alors déjà, je vous donne tout de suite les chiffres de l'autonomie qu'on a pu tester. Moi, je suis arrivé avec 22% de batterie après 67,5 km. Donc ça peut vous paraître beaucoup, c'est vrai que ça veut dire que j'ai consommé 78% de la batterie en seulement 67 km. Bon, j'avoue, j'ai roulé un petit peu vite, j'ai beaucoup utilisé le mode sport, donc ça s'explique aussi par l'usage. Et j'ai un collègue qui est arrivé avec lui 37% de batterie, donc ça veut dire qu'il a consommé que 63% sur le même trajet, dans les mêmes conditions de température, etc. Lui, il a roulé beaucoup en mode standard et il a joué plutôt avec la régénération de la batterie. Donc comme quoi, on a une grosse différence quand même finalement d'utilisation, et donc sur l'autonomie, ça joue énormément. Ça permet d'indiquer un petit peu un rayon d'action. Moi, j'estime ce rayon d'action entre 85 et 100 km. Honda annonce beaucoup plus, jusqu'à 150 km d'autonomie. Ça, c'est évidemment dans le meilleur des cas, mais ça fait quand même une autonomie, disons, correcte. Bon, je dis correcte, mais en même temps, il faut penser au prix. C'est une moto qui est vendue 15 000 €. Alors effectivement, ça fait quand même un prix, surtout qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'électrique aujourd'hui qui viennent de baisser leur prix. Bon, pas forcément toujours de façon aussi significative que certains, mais bon, quand même. On a des prix qui sont de plus en plus agressifs sur le marché électrique. Par exemple, pour moi, les concurrentes toutes données, c'est la Livewire S2 Alpinista en route 17 pouces, évidemment, 10,5 kWh pour 12 199 € actuellement. C'est quand même un prix qui est intéressant, et c'est vrai que c'est un petit peu moins cher que cette machine. Alors, peut-être que les recherches et l'aboutissement de la machine ne sont pas non plus équivalents, et puis on n'a pas forcément non plus la force de frappe, évidemment, de la marque Honda, hein. Mais tout de même, ça fait une petite différence. Et puis, si on veut de la charge CCS, parce que la Livewire S2 n'a pas de charge CCS, elle est uniquement en type 2 à 6 kW, et ben on a la Livewire One, hein, une grosse batterie Samsung de 15,4 kWh, mais celle-ci est toujours vendue 19 990 €, donc là, c'est nettement plus cher. Par contre, chez Zero, on a la S, pareil, 15,6 kWh pour 18 145 €. Et puis, si on veut la SRF, là, on a 17,3 kWh, on est à 23 435 €. Du côté de chez Canam, on a aussi une machine qui est quand même assez proche de celle-ci, avec une batterie à 8,9 kWh, une autonomie, je dirais, un petit peu plus similaire. Pour moi, de mémoire, il me semble que quand même la fabrication de la Canam était un petit peu plus plastique sur certains aspects, un peu moins bonne, mais on doit bien admettre quand même aussi qu'elle a bien baissé de prix depuis sa commercialisation. Elle est désormais affichée à 12 999 €. Mais là, encore une fois, la puissance de charge va être limitante, puisqu'on sera à maximum 6 kW en type 2. Donc vraiment, ce qui va différencier cette machine de la concurrence, c'est la prise CCS, parce que pour cette gamme de prix, à commercialiser aujourd'hui, depuis que Energica a mis la clé sous la porte, c'est la seule machine qui peut se charger en charge rapide à 20 kW pour 15 000 €. Sinon, tout de suite, vous devez mettre 20 000 € pour la Livewire. Et puis, il faut dire aussi que c'est une moto bien aboutie, bien cohérente, on l'a vu, qui se laisse vraiment bien piloter. Comme une moto thermique, on s'y retrouve, elle est facile. C'est vrai qu'on retrouve l'expertise Honda sur la fabrication des motos. Pour moi, elle se ressent dans cette machine, et donc je trouve que c'est plutôt une réussite. Alors évidemment, certains diront, et ils auront raison aussi, que par rapport au niveau de prix, évidemment, dans le thermique, on peut avoir quelque chose de peut-être mieux fini, plus marrant, avec moins de contraintes, et ce serait vrai, parce qu'évidemment, il y a des petites choses où on se dit, bon là, le Komodo, il est un petit peu rempli de boutons, c'est pas forcément le plus esthétique, évidemment, on voit un petit peu les passages de câbles, etc. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, Honda n'a pas pu faire peut-être autant de détails et de soins aux finitions qu'ils auraient voulu, mais bon, c'est pour aussi garder une moto, disons, accessible en prix, parce que dans le marché de l'électrique, même si 15 000 € c'est une somme, vous le voyez, par rapport aux concurrents toutes données, on peut dire quand même que c'est dans les prix aujourd'hui de ce qui se fait. Donc moi, quels sont mes petits plus et mes petits moins? Dans les plus, j'ai mis évidemment la tenue de route, le combo CCS, la charge, le freinage que j'ai trouvé plutôt bon et très bien dosable. Après, dans les moins, on peut dire évidemment le prix, on peut dire aussi l'absence peut-être de blocage, c'est-à-dire de frein à main, entre guillemets, qu'on a parfois sur les scooters, parce que là, la moto, une fois qu'elle est au point mort, on peut la déplacer comme on veut. Donc ça, pour certains, ça pourrait être bloquant. L'USB-C sous la selle, qui n'est pas très pratique, moi je pense que c'est pas non plus effectivement un gros problème, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis un écran un peu daté, oui, c'est un même écran Komodo. C'est des choses qu'on retrouve sur d'autres motos de la gamme Honda. On voit quand même qu'ils ont réutilisé des pièces. Mais par contre, ce qui est agréable, c'est qu'elle est vraiment
je dirais plug and play, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, on maintient le frein, on est sur le coupe-circuit et on part tout de suite. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous donne quand même la disponibilité de cette moto. A priori, c'est pas encore tout de suite, ce sera au deuxième trimestre 2026. Donc normalement, ça arrivera bientôt en concession en France. Et puis, elle est garantie 6 ans. Et ça veut dire que ça inclut la batterie également. La batterie est donnée pour 50 000 km de performance maximum, c'est-à-dire qu'à partir de 50 000 km, Honda s'attend à ce que les performances de la batterie déclinent un petit peu, mais ça c'est comme chez tout le monde. Mais en tout cas, cette moto, elle est garantie 6 ans, kilométrage illimité. Donc ça aussi, c'est un gage de confiance. Avec cette garantie, l'entretien c'est à 1000 km puis tous les 10 000 km et la courroie sera à changer à 40 000 km. Donc franchement, ça reste aussi des intervalles d'entretien assez, disons, assez bons. Peut-être le seul moins que je lui trouverais, ce serait juste une selle un petit peu ferme. Mais à part ça, franchement, c'est une machine cohérente. À mon avis, c'est une base qu'on va pouvoir voir dans d'autres machines bientôt. Je crois que j'ai fait le tour sur cette machine. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres essais. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!